Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger, votre journal. Merci à tous pour être très nombreux à vous être connectés aujourd'hui et vous êtes inscrits pour ce webinaire sur la thématique étudier la science politique et les relations internationales à ESPOL Lille. Nous avons la chance d'être aujourd'hui avec Camille Kelbel, qui est enseignante-chercheuse et directrice pédagogique de l'école, donc d'ESPOL Lille, donc qui est là évidemment pour répondre à toutes vos questions. C'est le moment, on a à peu près 1 heure ensemble, donc profitez-en. Hein. J'imagine que vous avez de nombreuses questions par rapport à votre orientation, si vous êtes lycéen, les parents également, si vous voulez avoir plus de précision, être rassurés, voilà, c'est le moment de savoir un petit peu quels sont les contenus, les attentes, les débouchés, les possibilités avec cette école ESPOL Lille. Camille Kelbel va répondre à toutes vos questions. Vous avez un petit onglet questions en bas à droite, les internautes. Donc, ça fonctionne comme un chat. Vous allez voir, je vais lancer, hop, pas le débat, mais je vais juste vous mettre un petit bonjour. Hop, voilà, poser une question. Vous avez vu mon petit bonjour. Donc déjà, dites-nous un petit peu où vous êtes, hein, parce que généralement, les internautes du petitjournal.com, vous êtes dans le monde entier. Donc, il y en a certains qui sont en Asie, c'est le soir pour eux. Sur le continent américain, le matin. En Europe, en Afrique, allez, dites-nous, faites-nous un petit coucou, dites-nous où vous êtes. Vous êtes nombreux en plus aujourd'hui à vous être connectés. Donc, on est impatient de faire votre connaissance, de vous avoir. Dites-nous un petit bonjour, dites-nous où vous êtes. Et puis, je vous rappelle également que ce webinaire sera disponible en replay. Donc, sitôt à la fin du webinaire, vous recevrez un mail avec le lien en fait, du replay. Donc, si vous ne pouvez pas assister à toute l'heure de discussion, eh bien évidemment, vous ne manquerez rien puisque vous pourrez le revisionner ou également le faire partager, le faire connaître évidemment à d'autres, à vos amis, connaissances qui n'ont pas pu y assister, qui ne sont pas inscrits, qui n'ont pas pu y assister en direct. Donc voilà. On a Marcio qui est au Brésil, à Rio de Janeiro. Bonjour Marcio, ça doit être le matin là-bas, c'est un plaisir. Bonjour à tous, n'hésitez pas, faites-nous un petit signe, un petit coucou. Je vais tout de suite passer la parole à Camille pour qu'elle se présente, qu'elle nous présente l'école en 2-3 minutes, en 2-3 mots. Et après, le but, c'est vraiment qu'on puisse répondre à toutes vos questions une fois de plus. Bonjour Camille, enchanté, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation à échanger avec vous. Alors bon, je me représente rapidement parce que j'imagine que ce qui vous intéresse le plus, c'est que je présente ESPOL. Donc moi, je suis Camille Kelbel, je suis enseignante-chercheuse à ESPOL et directrice pédagogique de l'école. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que c'est moi qui coordonne l'ensemble des formations de l'école. Et comme je disais, je suis aussi enseignante-chercheuse, c'est-à-dire que je donne aussi une partie des cours de nos programmes. Mais il y a beaucoup de cours, donc vraiment une toute petite partie des cours. Alors, ESPOL, ça veut dire l'École européenne de sciences politiques et sociales. C'est une école relativement jeune puisque nous fêtons cette année nos 10 ans. ESPOL a connu une forte croissance. Donc, à l'heure actuelle, on est une école, on va dire, quand même relativement petite. On a 1000 étudiants à peu près, mais c'est énorme par rapport à la première année où on avait environ 70 étudiants. Je pense que c'est ce qui fait l'intérêt de l'école, c'est nos formations, nos spécialisations dès la première année dans 2 domaines majeurs de la science politique dont on va, je pense, allègrement avoir le temps de parler aujourd'hui, les études européennes et les relations internationales. Donc, on va dire ça, c'est la présentation générale de l'école. Après, vous le savez sûrement, mais ESPOL est une école qui fait partie de l'Université catholique de Lille, donc au même titre que d'autres facultés de l'Université catholique de Lille dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a une faculté de droit, de lettres, de médecine. Et donc, on est situé sur le campus de l'Université catholique et on partage une partie de nos bâtiments avec ces autres facultés. Très bien, merci Camille. Allez, on a Alix qui est à Singapour, Sandrine qui est à Lisbonne, Pénélope à Hong Kong, donc Marcio qui nous a déjà fait coucou depuis le Brésil. Écoutez les internautes, n'hésitez pas, faites-nous un petit signe et surtout posez vos questions, hein, c'est le plus important puisque on a à peu près 1 heure ensemble et je pense que vous êtes évidemment très intéressés pour découvrir ESPOL, découvrir cette école, ses contenus et puis poser évidemment toutes vos questions par rapport à votre futur orientation. Voilà, on a Elisa qui est à Milan aussi. Moi, je vais peut-être vous demander, Camille, en premier, de nous faire, non pas un inventaire, mais peut-être de nous éclaircir un petit peu sur les différentes formations qui sont proposées, au sens, déjà, quels sont les différents diplômes, parce qu'il y a du post-bac, il y a du master, enfin bref, quel est le cursus qu'on peut suivre à ESPOL?
Tout à fait, Hervé. Donc, on a à ESPOL 2 licences pour l'instant et 3 masters. Donc, on est vraiment recentré sur un cœur de métier. On a 2 licences, la licence européenne de sciences politiques et la licence de relations internationales. Donc, c'est des parcours traditionnels en 3 ans, à l'issue de laquelle les étudiants ont un diplôme de licence. Et puis, on a quand même aussi 3 programmes de master avec là des tout petits effectifs pour l'instant. Le programme de master qui s'appelle Food Politics and Sustainable Development, donc politique alimentaire et développement durable. Un second master en International and Security Politics, politique internationale et de sécurité. Et un troisième programme de master en Global and European Politics, donc politique européenne et globale. Donc, en tout que 5 parcours, donc relativement resserrés. Oui, mais pour une école en 10 ans, c'est déjà très bien, déjà beaucoup. Peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu plus précisément des 2 programmes post-bac, parce que c'est certainement ceux qui vont un peu plus intéresser aujourd'hui nos internautes. Donc, on est bien d'accord, on rentre après le bac dans ce bachelor, enfin dans un des 2 bachelors. Donc, comment ça se passe? Et puis surtout, finalement, quelles sont les différences entre les deux, et notamment sur les contenus? Oui. Alors, ces 2 programmes, j'insiste là-dessus quand même, c'est très important, ces 2 programmes qui sont tous les 2 dans le domaine de la science politique. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que ce sont 2 programmes interdisciplinaires ou multidisciplinaires, mais auxquels on a accroché 2 spécialisations différentes. Alors, vous allez me demander pourquoi 2 programmes différents, en quoi ils sont si différents. Je crois que c'était un peu le sens de la question. Alors, d'abord, peut-être, tous les 2 sont très interdisciplinaires. Donc, l'idée, c'est que la politique, elle est si fortement imbriquée dans les structures et les processus à la fois historiques, juridiques et économiques que pour faire la science politique, on a besoin de comprendre tout ça. Et donc, dans les 2 programmes, il y a une base commune importante qui est sur toutes ces disciplines connexes à la science politique. Donc, les étudiants ont énormément de cours de droit, d'économie, d'histoire, de sciences de la communication, d'économie si je ne l'ai pas encore dit. Voilà. Et puis, à côté de ça, il y a quand même évidemment une spécificité de chacun des 2 programmes. Donc, d'une part, la licence européenne qui est axée sur les études européennes. Donc, par études européennes, c'est surtout les études autour de la construction de l'Union européenne et du fonctionnement de l'Union européenne, mais donc ça n'empêche pas qu'il y ait une base Sciences Po forte à côté de ça. Et puis la licence de relations internationales, qui, elle, étudie tout ce qui est compris dans les relations internationales. Donc des fois, c'est un peu vague, donc peut-être que je peux prendre 2 minutes pour détailler ce que j'entends par relations internationales. Alors, on étudie les relations diplomatiques entre les pays, mais aussi tous les autres types de relations, bien sûr, les relations économiques, culturelles, politiques. On sait qu'en ce moment, il y a une actualité malheureusement assez importante à ce niveau-là. On étudie aussi, bien évidemment, et donc à ce titre, les conflits. On étudie la géopolitique. Donc, la géopolitique, en fait, c'est la géographie politique. Et puis, il y a aussi une dimension politique publique dans le parcours relations internationales, puisqu'on s'intéresse à une politique publique en particulier, qui est la politique étrangère des grands États. Mais aussi d'autres politiques publiques, en fait, la politique de la coopération au développement, la politique commerciale, tout ça, ça rentre dans le champ des relations internationales. Et puis, autre aspect important, puisque je vous disais tout à l'heure, il faut s'intéresser à d'autres disciplines connexes. Autre aspect intéressant, je pense, en relations internationales, c'est le droit international public, qui est une partie importante de nos programmes, parce qu'il faut bien comprendre comment fonctionnent les grandes négociations internationales, etc., dans plein de domaines différents. Donc, on pense typiquement à l'ONU, mais il y a plein d'autres domaines, comme l'OMC ou même les négociations climatiques. Tout ça, c'est un peu les enjeux des relations internationales. Très bien. Alors, on a Capucine qui est à Téhéran, Adrien à Budapest, Inek qui nous dit Buenos dias Inek. Vikrant qui pose une première question, est-ce que c'est mieux d'étudier les relations nationales à Lille ou à Strasbourg finalement, ou est-ce que Lille c'est bien placé quand même pour l'Europe, hein? Alors, pour l'Europe, les 2 sont très bien placés. Lille et Strasbourg sont bien placés, pour les relations internationales aussi. Alors nous, la spécificité de nos programmes, évidemment, c'est qu'elle s'est axée sur ces domaines-là dès la licence. Donc, je ne vais pas me lancer dans une grande comparaison avec d'autres instituts, mais par ailleurs, vous aurez souvent plutôt un parcours de 3 ans plus généraliste et puis des spécialisations qui vous seront proposées en master. Nous, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on fait une licence en relations internationales ou en études européennes dès la première année. Et donc, mais d'ailleurs, très souvent, ensuite, quand les étudiants postulent en master, finalement, il y a parfois des redondances s'ils veulent encore faire des études européennes parce qu'en fait, ils en ont déjà fait énormément en licence. Donc, je pense que c'est vraiment ça la spécificité, c'est que ce n'est pas juste un programme classique Sciences Po, puisque tout le monde connaît Sciences Po. Nous, on a vraiment une spécialisation dès la première année, même si elle va crescendo, c'est-à-dire qu'en première année, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des cours un peu plus généraux. Et petit à petit,
la spécialisation est de plus en plus ancrée. Alors, peut-être, Camille, vous avez un petit doc que vous pouvez nous montrer, peut-être pour nous donner une idée des programmes, en fait, de ces bachelors. Alors, sans rentrer dans le détail complet, mais voilà, c'est peut-être… alors, ça sera un peu petit, les internautes, mais on essaiera de vous envoyer ça. Puis, j'imagine qu'on peut retrouver ça sur le site internet d'ESPOL, bien entendu. Mais peut-être, Camille, davantage, pour, à partir de ce document, nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on étudie à ESPOL dans ce bachelor. Oui. Tout à fait. Alors, je conçois que c'est un peu petit. Donc, j'ai essayé, normalement, si vous agrandissez sur votre écran, vous voyez un petit peu mieux et puis je vais un peu vous décrire ce qu'on fait plus concrètement. Alors, c'est tout à fait en ligne avec ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on essaye à la fois de prendre en compte les disciplines connexes de la science politique et puis quand même les grands champs d'études de la science politique. Donc, les grands champs d'études de la science politique, j'imagine que vous en avez déjà un peu entendu parler, mais il faut que les étudiants aient des bases en théorie politique. Il faut qu'ils comprennent bien l'administration publique et les politiques publiques, parce qu'ils fassent des relations internationales ou des études européennes, ils ont vraiment besoin de comprendre comment fonctionnent les sciences, les politiques publiques. Et puis, il y a tout ce qui est ce qu'on appelle la science po interne, c'est-à-dire la sociologie politique, l'étude de l'action collective, la sociologie électorale, tous les processus électoraux aussi, pour encore parler de quelque chose assez actuel. Tout ça, évidemment, là, on fournit une base. Alors, la manière dont les maquettes sont conçues, c'est qu'en première année, on commence par des cours plus généraux et à partir de l'année, donc vous voyez là, par exemple, sur les maquettes, qu'il y a un peu moins de cours en première année parce que c'est des plus gros cours. Et puis, en deuxième année, là, la volonté qui est la nôtre, c'est vraiment que les étudiants prennent en main leur formation et choisissent eux-mêmes en quelque sorte la couleur qu'ils vont donner à leur formation. Les étudiants ont bien aimé l'économie en première année, qu'à cela ne tienne, ils peuvent poursuivre en deuxième ou en troisième année avec des options qui sont plus, par exemple, sur l'analyse économique des décisions politiques, donc qui lie bien la Sciences Po à cette discipline, mais qui leur permet un peu de donner cette force à leur parcours. Ceci étant, et je veux quand même peut-être insister là-dessus, on ne laisse pas les étudiants choisir tous leurs cours. Il y a quand même un socle commun qui est hyper important pour nous et on veut vraiment leur donner des bases solides sur les matières fondatrices de la science politique. Et donc, on essaye quand même qu'ils aient un certain nombre de cours de troncs communs chaque année, mais peut-être à la différence d'autres parcours, vous voyez si vous agrandissez en deuxième et en troisième année, là je vous montre l'autre licence, en deuxième et en troisième année, il y a énormément d'options parmi lesquelles les étudiants peuvent faire leur choix. Bien sûr. Alors, c'est très clair. Est-ce que, Camille, vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de la dimension bilingue du bachelor et puis ensuite, d'ailleurs, parce qu'on a une question, par exemple, de Marcio, voilà, qui demandait est-ce que l'enseignement est bilingue au master, mais on peut même déjà voir ça pour le bachelor. Oui, alors la situation est très différente en licence et en master. Les licences sont tout à fait bilingues. Donc, les licences comprennent des cours en français et en anglais dès la première année. Donc, c'est vrai que c'est important que les étudiants soient préparés à avoir des cours en anglais sans forcément être eux-mêmes tout à fait bilingues à l'entrée, mais c'est important qu'ils soient préparés à avoir des cours en anglais dès le premier semestre de la première année. Il y a quand même un peu une logique crescendo. Il y a de plus en plus de cours en anglais, à tel point qu'en dernière année, en fonction des options qu'ils choisissent, les étudiants pourraient très bien se retrouver avec un programme tout à fait en anglais s'ils le souhaitent. Ce n'est pas une obligation, mais s'ils le souhaitent. Donc, ce côté bilingue est important en licence et c'est aussi un peu notre marque de fabrique. En master, la situation est très différente. Nos masters ne sont pas bilingues, nos masters sont unilingues anglais. À part une ou deux options qu'ils peuvent prendre en français s'ils le souhaitent, les étudiants n'ont que des cours en anglais au niveau du master. Donc, c'est quand même un petit peu différent. Voilà, pour les langues. Mais bon, c'est pas on parle souvent des langues, mais peut-être, Hervé, je pourrais ajouter que ce n'est pas du tout la seule dimension internationale de nos cursus, loin de là. Il y a d'abord un peu tout l'environnement sur le campus. On a un énorme nombre d'étudiants internationaux qui nous rejoignent, soit des étudiants étrangers, soit des étudiants ayant passé une partie de leur vie à l'étranger. Et peut-être de manière encore plus importante, c'est le cas aussi pour nos enseignants. En fait, on a une minorité d'enseignants qui sont français. La plupart de nos enseignants sont eux-mêmes étrangers. Et donc, ce que ça veut dire en termes de pédagogie chez nous, c'est qu'on a une multitude finalement de manières d'enseigner la science politique qui se rencontrent,
Donc, on a des cours plus cours magistraux à la française, on a des cours beaucoup plus axés séminaires, on a des cours entiers dédiés à la lecture de textes. Donc, voilà, on a un peu ce mix pédagogique très intéressant qui est lié en partie, pas seulement, c'est aussi un choix conscient de notre part, mais qui est lié en partie au côté international du staff à ESPOL. Voilà. Très bien. Allez, on va reprendre un peu les questions des internautes. Merci pour cette présentation. Je ne sais pas si vous voulez laisser ou fermer, parce que c'est un peu difficile à lire de toute façon. Voilà, on ouvrira tout à l'heure sur les autres slides. On a Emir, India qui nous disent bonjour Amir, bonjour India. Allez, on a des questions plus par rapport justement aux spécialités pour pouvoir entrer à ESPOL. Donc, Anouk demande, est-ce que le niveau d'anglais est un critère de sélection? Est-ce qu'il faut un test? Est-ce qu'il faut présenter un TOEFL ou quelque chose? Non, alors pas en licence. En master, oui, hein, mais donc je vais peut-être commencer par la licence. En licence, il ne faut pas du tout présenter un test. Il faut juste suivre la procédure normale sur Parcoursup et bien avoir à l'esprit que les cours seront en anglais. Donc, ne vous engagez pas là-dedans. Les étudiants, si voilà, vous savez que ça va être impossible pour vous de suivre les cours en anglais, ne faites pas ce choix-là. Mais par contre, si vous êtes à l'aise avec l'anglais et que vous pouvez suivre des cours, alors ne vous sous-estimez pas, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi qui sous-estiment et en vérité qui n'ont pas du tout de difficulté pour suivre des cours en anglais. Surtout qu'en première année, c'est surtout des cours magistraux qui sont donnés en anglais, donc ça reste accessible hein, pour beaucoup d'entre vous à ce niveau-là. Par contre, la seule chose qu'il faut faire sur Parcoursup, la petite spécificité d'ESPOL, c'est qu'il faut faire sa lettre de motivation en anglais. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de travailler là-dessus et de le faire personnellement, parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment vous. Ce qui vous intéresse, vous, à ESPOL et dans ce cursus, c'est pas parce qu'il intéresse vos parents, je pourrais dire. Bien sûr. Bon, en tous les cas, voilà, vous avez bien entendu les internautes, voilà un bon conseil, la lettre de motivation en anglais. Donc, voilà un prérequis. Clara, qui est à Dakar, demande quelles sont les spécialités qui sont privilégiées, comment se passe le processus de sélection. Donc, est-ce qu'il vaut mieux avoir fait du français, des maths, de l'anglais, de la chimie? Je vous laisse nous dire. L'avantage, c'est qu'on peut avoir fait tout ça. Donc, nous, on se base vraiment sur Parcoursup. Donc, dans Parcoursup, il y a toutes les notes qui sont prises en compte. Les notes de terminale quand il n'y a pas encore eu le bac. Et puis, dans les matières où le bac a déjà été passé, notamment en français, c'est les notes du bac de français qui sont prises en compte. Donc, en fait, toutes les notes comptent de manière différente, mais vous ne devez pas du tout vous soucier du parcours avant. Hein. Ça reste une porte d'entrée pour la plupart des étudiants. D'ailleurs, au cours de notre première année, il y a des cours d'économie. Or, certains auront déjà fait de l'économie et d'autres pas du tout. Donc ça, après, c'est notre job de faire en sorte que le cours soit à la fois accessible et à la fois d'un niveau suffisamment élevé. Donc, il n'y a vraiment pas de prérequis. Simplement, vous pouvez quand même regarder les maquettes tranquillement chez vous sur le site Internet pour bien vous assurer que les cours correspondent. Par exemple, il y a un cours de statistique. Il ne faut pas du tout en avoir peur. C'est un super cours. Mais voilà, je préfère prévenir qu'il y a ce genre de cours à ESPOL puisqu'on essaye de mixer un peu l'approche quantitative et l'approche qualitative qui sont deux approches hyper complémentaires en sciences politiques. Très bien. Quand on candidate, donc vous avez parlé de la lettre de motivation, donc en fait on le fait sur Parcoursup et on remplit son dossier avec une lettre de motivation. Est-ce qu'il y a je sais pas, est-ce qu'il y a une façon de se démarquer? Est-ce que, par exemple, nos étudiants internationaux, est-ce qu'ils doivent mettre en avant leur parcours? Tout à fait. Parlez vraiment de vous et du rapport que vous envisagez à notre école. Et vraiment soyez vous-même. C'est ça vous avez souvent des profils super intéressants, donc bien sûr mettez-les en avant, hein, c'est le but de la lettre. Mais vraiment on est intéressé par ce que vous avez fait et ce que vous voulez faire aussi. Ça peut être aussi quelque chose d'important dans la lettre. Hein. Pourquoi on veut faire ça, peut-être par rapport à des objectifs futurs. Voilà, mes collègues de la communication disent toujours soyez vous-même dans les lettres. Et puis, nous, de notre côté, ce qui est important, c'est qu'on lit toutes les lettres. Ça, je pense que c'est important à savoir de votre côté. Nous, on lit toutes les lettres et on ajuste nos classements en fonction des lettres. Donc, c'est très important ce que vous mettez dans les lettres.
Très bien, allez les internautes, posez vos questions. On a encore un petit moment avec Camille Kelbel, directrice pédagogique, d'ESPOL Lille. Anouk demande quelle est la part d'étudiants étrangers dans la formation? Je ne sais pas si vous avez cette information ou à peu près? Alors, j'ai pas le chiffre exact. Non, j'ai pas le chiffre exact. Ce que j'ai comme chiffre, c'est par contre en termes de débouchés, si nos étudiants continuent en France ou à l'étranger. On a environ. Ah oui, parce que déjà, combien d'étrangers, j'aurais du mal à dire. Il y en a beaucoup qui viennent de l'étranger, mais qui ne sont pas forcément étrangers, donc c'est peut-être un peu compliqué. Par contre, en termes de débouchés, et ça c'est peut-être plus intéressant, on a 25% de nos étudiants, donc un gros quart, qui continuent vers un master à l'étranger. Je pense qu'on va parler des débouchés après, mais c'est vrai qu'il y a une forte orientation à ce niveau-là qui n'y a sûrement pas dans la plupart des licences en France. Et au terme de débouchés professionnels, là, le chiffre est encore plus élevé. On a 30% de nos diplômés qui, par la suite, occupent, ou à l'heure actuelle, occupent un travail à l'étranger. D'accord. On a Anouk qui pose une question, puisqu'on aborde les débouchés. Elle dit, dans la mesure où la spécialité vient dès la licence, c'est-à-dire que dès la licence, on commence à se spécialiser, est-ce que ce n'est pas bloquant ensuite pour un master? Est-ce que ce n'est pas un peu redondant? Et du coup, vers quel master on peut se diriger en termes de… Alors, il y a des masters à l'ESPOL, hein, vous en avez parlé, donc vous allez certainement nous en reparler, mais est-ce que, quel est le champ vers lequel on peut se diriger ensuite? Alors d'abord, ce qui est très important, et je vois que c'est déjà un acquis, donc c'est très bien, c'est qu'en effet, les étudiants, je leur dis toujours, vous êtes plutôt partis pour 5 ans. À la rentrée de la première année, je leur dis, je ne sais pas si vous saviez, mais en fait, là, on vous dit que vous êtes partis pour 3 ans, mais dans ce domaine-là, c'est vrai que souvent, les étudiants poursuivent avec un master, ce qui est une très bonne chose. Alors, chez nous, ce n'est pas du tout bloquant. Alors, est-ce que c'est redondant? Ça, c'est en fonction des choix des étudiants. A priori, ce n'est pas non plus redondant. C'est vrai que si vous faites la licence en relations internationales, il ne faut pas refaire un master qui s'appelle exactement relations internationales. Maintenant, il y a plein de spécialisations possibles dans le champ des relations internationales qui permettent à l'étudiant d'aller plus loin. Donc, je ne pense pas que ce soit bloquant. Au contraire, je pense que ça peut leur donner accès à des masters assez prestigieux qui, en fait, parce qu'ils voient que l'étudiant, en fait, il a déjà fait des relations internationales, par exemple, ou des études européennes, donc ils auront moins peur sur le background de l'étudiant, puisqu'ils ont déjà un peu cette étiquette-là. Moi, je conseille toujours aux étudiants de choisir ensuite des masters, en effet, plus spécialisés, par exemple, se spécialiser sur une politique publique en particulier. On a des étudiants qui font des masters vraiment dans le champ très large de la science politique, en politique publique, en communication, communication politique ou communication plus large, en sécurité, qui est un aspect particulier des relations internationales, sur les questions de la gouvernance, et puis des choses auxquelles vous pensez peut-être moins, mais par exemple, il y a des masters sur les questions agroalimentaires, et puis aussi, par exemple, le journalisme. C'est une voie qui, après une licence, peut être empruntée des écoles de journalisme par les étudiants. Et ensuite, donc on va dire ça, c'est encore pour ceux qui veulent rester dans le champ de la science politique, mais il y a aussi des étudiants qui font chez nous, ou de nos anciens étudiants, il y en a aussi qui ont poursuivi dans des masters dans d'autres domaines ou dans des domaines connexes. Déjà tous les autres domaines des sciences sociales, la sociologie notamment, mais aussi les ressources humaines, le droit, par exemple le droit international est quelque chose souvent qui attire nos étudiants à la sortie de notre licence, l'économie, l'urbanisme, et puis tout ce qui est évidemment les masters qui ont émergé ces 5-10 dernières années qui sont très bien en développement durable ou en environnement. Tout ça, c'est des masters, ce n'est pas exactement de la science politique, mais avoir ce background-là leur permet d'accéder à ce type de master. D'accord. Et du coup, si on tire un peu le fil derrière, aujourd'hui, c'est des masters qui ont des bons débouchés professionnels avec pas mal d'opportunités dans des secteurs assez variés. Oui, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, ce qui est un peu déstabilisant, je pense, et là je parle peut-être plus aux parents, c'est que les parents ont souvent un peu peur parce que si les enfants font fac de pharmacie, ils vont faire pharmacien. S'ils font école d'ingénieur, ils vont faire ingénieur. Et s'ils font Sciences Po, déjà, ils ont un peu peur qu'ils fassent politicien. Mais non, évidemment, nous, et ça, je pense que vraiment, les étudiants en Sciences Po ont des très bons débouchés professionnels. Pour vous rassurer, je peux vous en citer quelques-uns. Il y a beaucoup de débouchés dans la fonction publique, évidemment, mais dans la fonction publique entendue au sens large. Donc, il y a des étudiants qui seront amenés, des étudiants de sciences politiques qui sont amenés à travailler au niveau de l'État, de la région, du département, mais aussi des communes et puis des entreprises publiques. Par exemple, un exemple parmi d'autres qui vous parlera peut-être, à la SNCF,
Ça peut être, donc pas pour être chauffeur de train, vous l'aurez compris. Mais voilà, toutes les fonctions administratives sont accessibles. Et puis, évidemment, avec nos licences qui ont ces grosses orientations études européennes et relations internationales, ça peut être la même chose au niveau européen ou international. Donc, par exemple, travailler dans les institutions européennes. Alors, nous, on ne prépare pas au concours des institutions européennes, ça se fait plus tard, mais c'est un débouché possible. Et on a, alors j'avais les chiffres, on a 19% de nos anciens étudiants qui travaillent dans la fonction publique. Alors après, je préfère quand même toujours le dire, il y a énormément d'étudiants qui veulent faire relations internationales pour être diplomates. Bon, tout le monde ne sera pas diplomate, hein, soyons quand même clairs, même à Sciences Po, ils ne forment pas la moitié des diplomates du pays, donc je pense que là-dessus, il faut être un peu objectif. Par contre, il y a plein d'autres débouchés, hein, le monde associatif et les ONG, ça c'est quelque chose qui est en pleine expansion. Tout ce qui est think tank et centre de recherche, soit centre de recherche dans les universités, soit donc d'autres organismes, donc ça, il y a de plus en plus d'étudiants qui le font. Sachant qu'à ESPOL, alors ça va paraître un peu lointain aux parents, mais dans quelques années, on va ouvrir l'année prochaine une école doctorale pour former aussi des docteurs en sciences politiques, ce qu'on ne fait pas pour l'instant. Et puis, après, il y a tous les domaines, tous les emplois, en effet, et c'est assez pourvoyeur d'emplois dans le domaine de la politique. Donc, ça ne veut pas forcément dire être élu ou mandataire, mais on a un certain nombre de nos anciens étudiants qui sont employés dans des cabinets. Là, je parlais à une étudiante il y a une quinzaine de jours qui est employée dans un cabinet ministériel. Mais on a aussi, bien sûr, des assistants parlementaires, du personnel des partis politiques, des centres d'études des partis politiques, etc. Ça, c'est tout à fait le genre de fonction qui colle extrêmement bien, évidemment, avec le parcours. Donc voilà, et puis après, comme je le disais, il y a d'autres domaines connexes où on retrouve des gens qui ont fait Sciences Po et de nos étudiants, comme les ressources humaines, le journalisme, les grandes entreprises, bien évidemment. Voilà. Un beau panel, effectivement, et de beaux potentiels. On a 3 internautes là, qui nous posent presque la même question. Clara, Marcio et Inès qui s'interrogent sur la possibilité de faire des échanges dans le cadre du cursus à l'étranger. Est-ce que vous avez des accords avec d'autres universités? Est-ce qu'il est prévu de faire des échanges au cours du bachelor ou au-delà, au cours du master? Qu'est-ce qui est prévu, Camille? Oui, alors vous avez vu que j'avais évité soigneusement la question parce que moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans la formation, mais je sais tout à fait que c'est ce qui intéresse le plus les étudiants et c'est très bien pour eux. C'est vraiment une super bonne opportunité pour eux de partir. Hein. C'est souvent un peu l'expérience qui va changer leur vie pour certains. Donc, bien sûr, hein, qu'on prévoit ça. Donc, les étudiants peuvent partir 6 mois en échange universitaire. Ils peuvent partir soit au 2e semestre de la 2e année, soit au 1er semestre de la 3e année. Et alors, il y a toute une panoplie de possibilités. La plus simple, celle que vous connaissez, qui a 30 ans cette année, c'est bien sûr Erasmus. Et donc là, on a toute une série d'accords d'échange. Et puis ensuite, on a des accords bilatéraux, soit ESPOL en tant que tel, soit l'Université catholique ont des accords bilatéraux avec une série d'universités à l'étranger. Donc, on a des accords avec 150 universités. Alors, j'ai appris tout à l'heure que notre directeur vient de suspendre les accords avec la Russie, donc on en perd 2 ou 3. Mais sinon, voilà, on a toute une panoplie d'échanges possibles avec les universités. Et les étudiants, je veux dire, c'est un vrai encouragement chez nous. Les étudiants le font, hein, puisque j'avais les chiffres, donc l'année juste avant la pandémie, si on s'en souvient encore, on avait 89% de nos étudiants qui partaient en échange, donc, à l'un des semestres où ils peuvent le faire ou à l'autre. D'accord, bon, on peut espérer qu'ils puissent repartir de plus en plus facilement sur les prochains semestres. J'ai une question, moi, concernant, parce que là, on a parlé des échanges à l'étranger, qui sont une part importante, souvent, effectivement, des attentes des étudiants aujourd'hui. Et une autre attente, c'est la relation avec le monde professionnel et notamment les possibilités de faire des stages durant le cursus. Qu'est-ce qui est possible de faire avec ESPOL ? Alors, ce n'est pas possible, c'est obligatoire. Il faut faire 8 semaines de stage pendant les 3 années de licence. Par contre, on laisse une grande liberté aux étudiants pour répartir ces 8 semaines comme ils le souhaitent tout au long de leur cursus. Donc, certains, par exemple, préfèrent attendre la fin puisqu'alors ils pourront avoir un stage peut-être un peu plus en lien avec justement le master qu'ils veulent faire ou leurs objectifs professionnels. Donc, ils font vraiment ce qu'ils veulent. On reconnaît aussi des emplois étudiants comme stage pour une partie de ces 8 semaines seulement
dans l'idée que certains étudiants doivent travailler pendant leurs études et donc on en reconnaît aussi une partie. Mais donc ça, c'est vraiment très important pour nous, c'est qu'ils fassent ces 8 semaines de stage. Par ailleurs, il y a quand même un encadrement très fort, et je le dis d'autant plus que ce n'est pas moi qui m'en occupe, mais il y a un encadrement très fort du service développement où dès la première année, ils organisent des ateliers pour aider les étudiants à faire leur CV, à faire leur lettre de motivation. Et puis ensuite, au fur et à mesure, il y a des séminaires un peu plus spécifiques qui sont organisés où leur sont présentés certains débouchés, bien sûr, on leur présente des masters. Et aussi, ils ont l'occasion d'échanger avec les professionnels, notamment avec des alumni. Donc, je vous disais tout à l'heure un peu ce que font maintenant nos alumni. Typiquement, on fait souvent revenir des alumni, en ce moment virtuellement, pour échanger avec nos étudiants et leur présenter des débouchés professionnels. Très bien. Allez, on est à peu près à la moitié de ce webinaire. Merci Camille, merci les internautes. Donc, posez bien vos questions. Il reste encore à peu près une petite demi-heure. Donc, c'est le moment de poser évidemment toutes vos questions à Camille Kelbel, enseignante-chercheuse et directrice pédagogique d'ESPOL à Lille, l'école donc de sciences politiques et de relations internationales. On a déjà eu pas mal d'informations, mais il reste d'autres thèmes à aborder. Donc, posez bien vos questions avec le petit onglet questions. Je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay. Donc, si vous avez raté le début ou si vous ne pouvez plus assister à la fin, vous ne raterez rien puisque dans quelques minutes, vous recevrez, dès la fin du webinaire, vous recevrez un mail avec le lien. Vous pouvez également le partager avec vos connaissances, vos amis, d'autres lycéens ou d'autres parents qui sont intéressés par ce type d'études. Allez, on a plusieurs questions. Il y en a une que je voudrais aborder tout de suite parce que la réponse, je pense, va être rapide. Et après, on abordera d'autres questions sur le contenu. India demande, est-ce que le diplôme du bachelor est reconnu par l'État ? Oui, tout à fait. Donc, on passe par ce qu'on appelle un jury rectoral, si vous le voulez savoir. Donc, les étudiants ont bien un diplôme de licence reconnu par l'État qui leur permet donc de postuler à des masters en France, de par Bologne partout en Europe et de par la reconnaissance à peu près partout dans le monde. D'accord. Alors, une question de Pénélope sur les contenus. Alors, sur la partie langue, en fait, elle dit elle a compris qu'elle pouvait choisir la LV2 entre allemand, espagnol, italien, et elle demande s'il y a une possibilité de prendre le mandarin en LV2 et éventuellement également de choisir une LV3. Alors, elle prend l'exemple du russe. Donc, finalement, quel est le choix qu'on a en offre de langue ? Je vois qu'elle connaît presque aussi bien que moi le choix des langues. Alors, c'est un peu encore plus important que ça, donc peut-être d'ailleurs que j'aurais dû le mentionner quand je présentais les programmes. C'est vraiment très important pour nous. Et donc, au-delà du fait que les cours soient en partie en anglais, les étudiants doivent faire 3 langues 2 heures par semaine. Donc, 1 heure ou 1 heure et demie, 2 heures par semaine. Mais en gros, ils ont chaque semaine des cours dans 3 langues différentes. Donc, l'anglais, a priori, en LV1. En LV2, un choix relativement large et une LV3 qui est aussi obligatoire. Donc, et la LV2 et la LV3 sont obligatoires. Et dans la LV3, alors là, il y a panoplie de choix, dont en effet le mandarin, dont le russe, dont même le serbo-croate, si vous voulez savoir, ou le coréen. Donc, il y a vraiment un choix large. En fait, on travaille là avec les services de l'université. Et donc, eux, puisqu'ils gèrent les langues dans toute l'université, sont capables de nous offrir vraiment un large choix de langues. Ce sur quoi je veux insister dès à présent, c'est qu'on insiste vraiment pour que les étudiants gardent ces mêmes 3 langues tout au long de leur parcours, ce qui est des fois difficile à comprendre parce que les étudiants, par exemple, vont partir à l'étranger dans une destination qu'ils n'avaient pas forcément prévue et donc voudraient bien changer de langue en fonction de ça, ce qui est aussi un argument rationnel. Mais nous, on insiste vraiment à ce qu'ils gardent les mêmes 3 langues, justement dans l'optique qu'à la fin de leur 3e année, ils soient relativement à l'aise, non pas dans 1 ou 2 langues, mais au final dans 3 ou 4 langues. Alors, Anouk demande une petite précision. Est-ce que pour la LV3, on peut être débutant ? Est-ce que, par exemple, je peux démarrer Oui, tout à fait. On peut être tout à fait débutant en LV3. Et je vois une autre question sur l'arabe. Alors oui, je ne l'ai pas cité parce que je crois que je n'ai même pas en tête toutes les langues possibles, mais il y a aussi, en effet, l'arabe en LV3. Oui, c'est très vaste parce que, comme vous disiez, en fait, vous vous appuyez sur le centre de langue de l'Université catholique de Lille, en fait. Donc, j'imagine que c'est un catalogue extrêmement large. Oui, tout à fait. Bon, parfait. Clara demande combien il y a d'heures de cours par semaine, par semestre, enfin plus par semaine parce que par semestre ça va être difficile à visualiser, mais en gros c'est quoi une semaine pour un étudiant à ESPOL ? C'est 50 heures par semaine, au contraire c'est moins mais avec beaucoup de travail à la maison, comment ça s'organise ? Alors, alors si on fait un décompte, vous pouvez le faire vous-même à vrai dire, je dirais que c'est à peu près 20 heures de cours par semaine.
et que, alors il faut un peu voir quel type de cours, hein, je crois aussi que ça c'est important, différents cours demandent différents types d'investissement, mais c'est à peu près 20 heures de cours par semaine. Alors à ce niveau-là, je dirais qu'on est plus ou moins dans la norme de ce qui se fait en France, on est peut-être un peu en deçà, puisque comme je vous l'expliquais, on a ce système un peu mixte entre le système français et peut-être ce qu'on pourrait appeler un système anglo-saxon qui favorise plus le travail personnel, le travail à la maison, les ateliers, ce genre de choses. Donc on va dire qu'en première année, parmi ces 20 heures de cours, environ la moitié sont en amphi, donc ce sont des cours magistraux. Et puis, ce chiffre baisse un peu et en deuxième et troisième année, c'est plutôt un tiers de cours en amphi et le reste en plus petits groupes, donc en TD, dans des exercices de simulation, etc. Mais il n'y a pas que 20 heures à dédier à ESPOL par semaine, malheureusement pour les étudiants. On estime généralement, en tout cas c'est le message qu'on leur fait passer, que pour 1 heure de travail en cours, il faut donner l'équivalent en travail personnel à la maison. Donc, c'est-à-dire que concrètement, ils doivent travailler seuls ou en petits groupes au moins autant d'heures qu'ils ne le font en cours. Et ça, je pense que c'est un changement très important et ce n'est pas propre à ESPOL. Hein. En fait, ça, c'est comprendre le changement entre le secondaire et l'université. Et c'est très compliqué pour les étudiants de se mettre dans ce bain-là. J'ai des étudiants qui viennent me voir en me disant « Mais Madame Kilbel, on n'a pas beaucoup de cours. » Si, en fait, ils ont beaucoup de cours parce que ça nécessite énormément de travail. Hein. Ils ont énormément d'ouvrages à lire à la maison. Pour chaque séance de TD, a priori, il y a au moins 1 ou 2 textes d'une vingtaine de pages à lire. Donc, rien que ça, imaginez si vous avez 2 ou 3 TD par semaine, la quantité de travail que ça représente. Donc, c'est vraiment le changement vers la formation universitaire sur lequel on insiste. Alors maintenant, sur ce sur quoi je veux insister par rapport à ESPOL, parce que ça, je crois que c'est un changement pour toutes les universités, mais par rapport à ESPOL, c'est qu'on tente quand même de les accompagner le plus largement possible dans ce processus. Hein. Il y a un accompagnement méthodologique où on leur explique concrètement comment chercher des sources, comment naviguer dans les manuels, comment travailler sur leurs cours. On a même un enseignement dédié à ça en première année où on les prend un peu par la main. Et puis, on a tout type d'autres systèmes d'accompagnement s'ils rencontrent des difficultés méthodologiques dont on pourra peut-être parler si ça intéresse les internautes. Et du coup, ça se présente, ça repose beaucoup sur le contrôle continu, des notations régulières, ou est-ce que c'est plutôt 1 à 2 examens par année qu'il ne faut pas rater? Comment ça se passe? Ça, c'est une très bonne question. Alors, je crois que toutes les universités je l'espère, ont un peu tiré ça de la crise comme aspect positif. C'est qu'on veut, je pense, de plus en plus de contrôle continu parce qu'on s'est rendu compte que c'était comme ça qu'on maintenait bien les étudiants dans le système. Alors, chez nous, il y a toujours eu un peu cette idée de contrôle continu. Donc, même les cours qui sont évalués uniquement sur base d'un examen, donc typiquement les cours magistraux en grand amphi, ces cours-là ont toujours un mid-term. Donc, un mid-term, c'est un premier examen à la moitié du semestre qui permet aux étudiants un peu de se situer. Donc, vraiment, on met l'accent là-dessus. Et à côté de ça, il y a beaucoup de nos gros cours qui sont accompagnés de TD. Donc là aussi, ça donne l'occasion aux étudiants d'avoir d'autres types d'évaluations, typiquement des présentations, des devoirs écrits à rendre, ou toutes sortes d'exercices qu'ils peuvent faire en plus petits groupes. Très bien. Quelle est la philosophie, on va dire la pédagogie que vous voulez instiller? Vous êtes la directrice pédagogique à ESPOL. C'est beaucoup de responsabilisation des étudiants, d'autonomie. Enfin, quel est finalement un petit peu votre modèle, ce que vous voulez impulser? Mais alors oui, ce qu'on veut impulser, c'est un peu ce paradoxe-là, c'est-à-dire qu'on veut absolument, qu'on insiste vraiment beaucoup sur l'accompagnement des étudiants parce qu'on pense que vraiment faire ce grand saut dans le bain universitaire, c'est compliqué, même pour des étudiants qui ont pourtant tout à fait les moyens de le faire. Et à la fois, notre but, c'est vraiment de les autonomiser, de les professionnaliser et donc de petit à petit un peu lâcher la main pour qu'ils puissent le faire de par eux-mêmes. Et donc ça, concrètement, comment ça se traduit? Ça se traduit par toute une série de dispositifs qu'on met en place pour aider les étudiants et qui sont plus axés sur les premières et deuxièmes années, même s'ils ont accès à plein d'endroits, et qui leur permettent de développer un peu leur autonomie de travail. Par exemple, à ESPOL, je pense, alors vous me corrigerez parce que vous recevez beaucoup d'intervenants, mais je pense qu'on est une des seules licences qui propose ce qu'on appelle un mémoire aux étudiants. Donc les étudiants doivent rédiger, ça ne se fait pas trop normalement dans les écoles de sciences politiques en France, doivent rédiger un mémoire en troisième année où ils font eux-mêmes leurs propres recherches. Donc, ils me remplacent un peu, si vous voulez, ils se mettent dans la peau du chercheur et ils vont eux-mêmes faire leur petit terrain, c'est-à-dire j'ai des étudiants qui vont faire des entretiens, qui font de l'analyse de documents ou des statistiques, enfin tout ce qu'ils veulent pour répondre à une question de recherche en sciences politiques. Donc ça, c'est, on va dire, l'aboutissement de tout ça, où vraiment là, je
pense qu'ils ont compris à ce moment-là ce que voulait dire le mot autonomie. Mais avant ça, donc, on a toute une série d'accompagnements. Donc, si vous voulez des exemples, en première année, on a un cours qui s'appelle Méthodologie du travail intellectuel, où là, on les forme un peu à concrètement comment on cherche des sources, mais aussi, par exemple, aux outils informatiques, très important à l'heure actuelle dans les formations. On a aussi ce qu'on appelle un système d'academic advisor ou conseiller académique, qui sont des formes de rendez-vous individuels. Donc, les étudiants, à tout moment, peuvent prendre contact avec ces personnes ressources pour faire des rendez-vous individuels pour parler de méthodologie. Par exemple, ils n'ont pas compris la méthodologie de la dissertation, ils peuvent aller voir ces personnes pour qu'elles les aident à faire les ajustements nécessaires. Et on va un petit peu plus loin, c'est-à-dire que si on n'est pas contacté par les étudiants en difficulté et qu'on se rencontre après le premier semestre que ces étudiants sont en difficulté, on les contacte nous-mêmes, on prend un peu les devants, on contacte nous-mêmes les étudiants qu'on estime en difficulté. Après, comme dans beaucoup d'universités, mais peut-être un peu plus important chez nous en nombre d'heures, on fait énormément de cours en petits groupes. Donc les TD, les séminaires, c'est des groupes où il n'y a que 20-25 étudiants. Et tous les cours électifs dont je vous parlais tout à l'heure, donc tous les cours à option, ils sont pour l'instant limités à 30 étudiants. Donc pareil, c'est pas du tout évidemment la même dynamique que dans un cours magistral. Parfait, merci Camille. Allez les internautes, posez vos questions. Alors, Clara demandait s'il existait une vie associative au sein du campus. Alix demande quelles sont les associations étudiantes. Est-ce qu'il y a des associations sportives au service de cause, humanitaires, environnement, etc. Alors, je crois que la vie associative est assez riche, donc je vais vous en laisser nous en dire un mot. Au moins, je sais que c'est des étudiants qui posent la question, des futurs étudiants. Oui. Donc ça, c'est très bien. Donc si vous demandez à nos étudiants, ils vous en parleront beaucoup. Ils aiment parler de la vie associative qui est très dynamique, en effet, à ESPOL. Alors, le répertoire des associations espoliennes, il est en effet très large. Donc, il y a des clubs de débat et même de questions politiques ciblées. Ensuite, il y a des associations d'art, de sport, de bien-être, d'activisme politique sur des questions. Donc, par exemple, il y a une association féministe, il y a une association environnementaliste. Il y a aussi un journal. Donc, il y a énormément d'associations. Souvent, j'en oublie parce que j'avais oublié qu'elles existaient parce qu'il y en a vraiment énormément. Donc, ça, c'est un peu, on va dire, ce qui anime beaucoup la vie d'ESPOL au quotidien parce qu'il se passe toujours quelque chose. Quand vous entrez à ESPOL, il y a toujours une activité, un jeu qui vous est proposé, des gâteaux à vendre, quelque activité que ce soit dans l'entrée d'ESPOL. Et à côté de ça, il y a d'autres, du côté un peu plus pédagogique, il y a d'autres choses qui font un peu, qui animent un peu la vie étudiante d'ESPOL. En première année, alors ces 2 dernières années, je vous avouerai qu'on ne l'a pas fait, mais normalement en première année, il y a toujours un study trip, donc un voyage d'études d'une journée à Bruxelles, qui permet aux étudiants d'aller voir concrètement ce que sont les institutions européennes. Et puis après, il y a beaucoup d'événements propres à ESPOL qui sont organisés, notamment des journées européennes qui sont un peu des journées d'activité autour d'un pays de l'Union européenne où on a des conférences, des débats, des animations, et puis d'autres journées à thème. Et puis à part ça, il y a plein d'autres événements qui sont organisés tout au long de l'année par les associations ou par nous, par l'administration d'ESPOL. Alors, nos étudiants, nos internautes, là, pour beaucoup, sont à l'étranger. Peut-être certains connaissent l'île, mais pas tous. Vous pouvez peut-être nous dire un petit peu quelle est l'ambiance sur le campus, puis nous décrire un petit peu le campus, parce que moi, j'ai la chance de savoir, de voir où est ESPOL, où est l'université. C'est en plein centre de Lille, donc c'est quand même assez sympa d'être au cœur de la vieille ville de Lille, en fait. Oui. Alors, c'est pas au cœur même de la vraie ville de Lille, mais c'est vrai que donc c'est très bien situé, mais c'est vrai que moi, ce qui m'a impressionnée, même en tant qu'enseignante-chercheuse en arrivant, c'est vraiment cette vraie vie de campus. C'est pas forcément toujours le cas en France, selon l'endroit où on étudie, mais là, il y a une vraie vie de campus. C'est vraiment une petite école. On est vraiment une petite école dans une grande université, ce qui fait que les étudiants ont accès à une série d'événements et d'activités incroyables tout autour du campus. Tout est organisé en fonction des étudiants, tout ce qui est bar, sandwicherie, tout ça, tout est un peu fait pour les étudiants. Donc, c'est vraiment, quand on arrive dans le quartier, c'est vraiment assez frappant à ce niveau-là. Après, pour ESPOL en tant que tel, sur le campus, on a quand même un peu notre petit cocon. On a quand même un peu cet environnement privilégié. Alors, on utilise des salles de l'université, donc des étudiants sont tout le temps en contact avec d'autres étudiants de l'université. Mais on a aussi notre propre petit campus, notre petit bâtiment pour l'instant. Et on l'espère, à partir de septembre, un deuxième bâtiment qui
qui est en construction. On nous a promis septembre, ce sera peut-être décembre. Et donc, on a vraiment notre petit campus à l'intérieur du campus. Peut-être ce qui est important pour les étudiants et peut-être encore plus pour leurs parents, c'est un peu quels sont les services qui sont offerts aux étudiants du coup sur le campus. Alors pour ça, je me permets peut-être de vous renvoyer à une association qui s'appelle All, A2L. Je peux vous remettre le lien dans une seconde, mais c'est l'association qui gère à peu près tout sur le campus. Donc par exemple, il y a des logements qui sont offerts aux étudiants. Alors il faut s'y prendre assez tôt. Et puis, il y a toutes sortes d'autres choses qui sont organisées par All. Il y a des aides sur le social et la santé. Ils organisent la restauration sur le campus, aspect très important, vous en conviendrez. Et aussi, par exemple, le sport ou d'autres choses. Donc, cette association All, je vais en profiter pour vite remettre le lien. Oui, allez-y, oui, bien sûr. Vous pouvez un peu aller voir ce qu'ils font. Parfait. Alors, Eric nous disait qu'il était bac plus 50, mais en fait, il est bac plus 5. Enchanté, Eric. Donc, il a déjà un bac plus 5 en gestion financière en RDC. Il demande est-ce possible de faire une licence spéciale en relations internationales. C'est en fait, comment est-ce qu'on peut rentrer en cours d'année, en deuxième, en troisième, ou est-ce qu'il faut démarrer le cursus depuis le début, quand on a déjà, par exemple, un bac plus 5? Alors, c'est plus simple en effet de démarrer en première année puisque c'est là qu'on recrute le gros de nos promotions et souvent c'est rempli à ce moment-là et donc après on n'a plus trop de marge de manœuvre. Donc en effet, la principale porte d'entrée, c'est bien la première année pour la licence. Hein, j'insiste pour la licence. Et malgré ça, on prend quelques étudiants chaque année qui rentrent en deuxième année directement sur dossier. Donc il faut alors envoyer, vous pouvez dès maintenant aller voir sur le site internet, regarder comment on accède en deuxième année. Donc, c'est possible d'accéder sur dossier en deuxième année, mais franchement, c'est un pari beaucoup plus risqué, hein, puisque en première année, on a une plus grosse marge de manœuvre. Et après, par contre, ce qui est tout à fait possible, et peut-être que c'est ce qui intéressera plus spécifiquement Eric, on peut rentrer en master, là, comme dans n'importe quel master, avec une licence de sciences politiques ou d'un autre domaine. Là, on prend des étudiants aussi qui sont dans d'autres domaines. On peut rentrer dans un de nos 3 masters. Encore une fois, sachant que ces 3 masters sont tous les 3 totalement en anglais. Très bien. Alors, on va aborder peut-être la candidature. Comment est-ce qu'on candidate à ESPOL, justement? Alors là, plus pour le post-bac, hein, pour le bachelor. Camille, peut-être vous pouvez nous décrire un petit peu ça. Je vais juste peut-être répondre à Ilana tout de suite qui demande si ESPOL n'est qu'à Lille. Alors, je crois qu'aujourd'hui, c'est exactement le cas. Hein. Tout à fait. On est pour l'instant qu'à Lille. Ok, bon, voilà, donc Ilana a sa réponse. Alors, comment, voilà, là, on a certainement des lycéens, des parents de lycéens. Comment on candidate à ESPOL quel est le parcours, en fait? J'imagine via Parcoursup, Tout à fait. Donc, ça se fait tout à fait via la procédure Parcoursup, même si vous venez de lycée français de l'étranger, mais je crois que ça, les parents le savent mieux que moi généralement. Et même si vous êtes dans des lycées qui ne sont pas des lycées français de l'étranger, par exemple les lycées européens, tout ça se fait via Parcoursup. Hein. Et il y a donc la prise en compte de vos notes, je crois qu'on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, c'est toutes les notes qu'on peut prendre en compte, notamment les notes de terminale pour l'ensemble des matières et puis les notes de bac pour les matières dont on a déjà passé le bac, je pense en particulier au français. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, n'oubliez pas de bien faire votre lettre de motivation en anglais. Et nous, on prend beaucoup de notre temps, on prend plusieurs jours, si vous voulez le savoir, pour lire l'ensemble des lettres de motivation. Il faut avoir une moyenne minimum, je ne sais pas, est-ce qu'il faut avoir 14 en français, 16 en philo, 12 en maths, ou pas vraiment? Ça, c'est un peu le système Parcoursup. Hein, donc, ça dépend un peu des autres candidats, en quelque sorte. Donc, le classement est en effet fait sur cette base et donc ajusté. Mais c'est vrai qu'on a des étudiants qui ont des bons niveaux, tout simplement parce qu'on avait beaucoup de candidats les années passées. Et surtout l'année dernière, on a eu énormément de candidats. Donc, c'est vrai que mécaniquement, c'était des étudiants qui avaient des bonnes notes. Alors, des bonnes notes, ça ne veut pas dire non plus que tout le monde avait 18, hein, loin de là. Donc, je pense qu'il faut quand même essayer. Vous avez droit à énormément de vœux, donc n'hésitez pas, je pense, à faire des vœux qui vous intéressent avant tout. Si vous voulez savoir, alors j'hésite toujours à le dire parce que ça fait un peu peur et je ne veux pas que ce soit le cas. L'année dernière, on a eu 6000 candidatures pour 370 places. Mais je ne vous dis pas ça pour vous faire peur parce que vous connaissez Parcoursup aussi bien que moi
Et ça ne veut pas dire que tout le monde avait mis ESPOL comme son premier vœu. Hein. Ça veut dire que on était parmi les vœux de plus de 6000 candidats. Maintenant, il y en a qui auraient pu venir chez nous et qui ne sont pas venus. Ce n'est pas non plus un chiffre particulièrement effrayant ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a une augmentation des candidatures, donc du coup du niveau pour pouvoir entrer à ESPOL. Est-ce que vous recherchez des profils en particulier? Je pense plus je sais pas, des gens qui ont choisi des lettres, des langues, ou finalement c'est assez divers? Oui, non, pas du tout. C'est ce que j'essayais de faire passer comme message tout à l'heure. C'est vraiment cet aspect multidisciplinaire. Donc, on cherche autant des gens qui seraient intéressés même par des aspects de ce qu'on appelle le raisonnement analytique, donc qui seraient très forts en maths, parce que c'est un truc très important en Sciences Po de pouvoir ensuite faire des études plus quantitatives, que des gens qui sont très forts dans les matières littéraires, parce que ça ne sera pas une surprise pour vous. La rédaction, l'expression orale et surtout écrite, je dirais presque a fortiori écrite, c'est vraiment très, très important chez nous. Et en plus, il faut le faire dans 2 langues, hein, donc un peu double barrière à l'entrée à ce niveau-là. Donc ça, c'est aussi des profils qu'on recherche tout à fait. Donc, il n'y a pas du tout de profil à privilégier. Je pense que ces étudiants peuvent tous s'y retrouver. Et si vous me demandez quel serait l'étudiant que je rêverais, ce serait celui qui est très intéressé pour lire tous les textes qu'on lui donne. C'est-à-dire qu'il faut, mes collègues disent, il faut lire, lire, lire. C'est un peu ça. Il faut en tout cas avoir un intérêt pour les questions de politique, et aussi, il ne faut pas en effet avoir peur de la lecture et du temps de préparation. Et du coup, ces élèves qui viennent de l'étranger, hein, que ce soit des Français de l'étranger, des lycées français ou d'autres, justement, vous trouvez qu'ils ont une curiosité, une dimension internationale qui correspond bien? Oui, évidemment, et je crois que c'est aussi pour ça que j'étais très heureuse que vous vouliez bien me recevoir aujourd'hui. C'est que, évidemment, c'est tout à fait un profil qu'on recherche, notamment parce que c'est exactement le type de profil qu'on a un peu déjà aussi sur notre campus. C'est-à-dire que pour nous, c'est vraiment l'environnement qu'on souhaite développer, de par souvent leur bonne connaissance des langues, mais pas que, hein, aussi par l'ouverture d'esprit, par le fait que c'est des étudiants qui ont des profils très intéressants, qui auront plein d'exemples à partager avec nous. Et donc, pour toutes ces raisons, c'est évidemment le type de profil qui nous intéresse. Après, voilà, ils doivent postuler par la même procédure. Donc, c'est vraiment dans la lettre de motivation qu'ils pourront faire la différence à ce niveau-là. Très bien. Allez, les internautes, on aborde les dernières minutes de ce webinaire. Donc, c'est le moment de poser vos questions, hein. S'il en reste, on n'a peut-être pas tout répondu, bien entendu. Camille Kaibel n'a peut-être pas encore répondu à tout. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment, c'est les dernières. On aborde les 7-8 dernières minutes du webinaire. Moi, j'avais une question qui est une question importante, évidemment, Camille. C'est à combien s'élèvent les frais de scolarité, et est-ce que des étudiants peuvent être boursiers chez vous? Oui, alors les frais de scolarité sont très élevés chez nous, hein, c'est assez clair, puisque les étudiants payent entre 3 000 et 9 000 euros par an pour s'inscrire à ESPOL. Alors, tout ça, les tarifs sont vraiment calculés en fonction. Donc, c'est comme dans les autres universités. De cette manière, il y a une adaptation. Les tarifs sont vraiment calculés en fonction de la situation financière de l'étudiant et des parents. Et à ça peuvent s'ajouter un certain nombre de bourses et d'aides sociales, hein. Donc, on fait, par exemple, à partir de la 2e année, il y a ce qu'on appelle les bourses d'excellence, où nos meilleurs étudiants peuvent avoir accès à des bourses. Alors, je répète parce qu'Éric pose la question, à peu près entre 3 000 et 9 000 euros par an. D'accord. Et ça, c'est quelque chose, donc j'imagine qu'on peut, s'ils écrivent par mail, ils peuvent avoir ce type de renseignement, une sorte d'évaluation au moment de leur candidature? Alors, tout à fait. Et par ailleurs, s'ils vont sur le site d'ESPOL, il y a une simulation où ils peuvent vraiment regarder combien ils payeront en fonction de leur situation personnelle. Tout à fait. Et puis sinon, sur la slide, vous avez l'adresse générale à laquelle vous pouvez écrire pour toute question, que ce soit là-dessus, sur les programmes, sur la vie de campus, même sur Lille, hein. J'imagine qu'il y a quand même un peu une question de est-ce que vous voulez venir étudier à Lille? Voilà. Alors, là, on a abordé le budget des étudiants, enfin le budget, les frais de scolarité. On peut mettre en avant le fait que le coût de la vie à Lille est nettement inférieur, par exemple, au coût de la vie à Paris, ce qui réduit un petit peu, on va dire, la note. Oui, alors évidemment, donc non seulement le coût est réduit, et puis tout à l'heure, je vous ai donné donc le contact de l'association Hall, donc il y a aussi des logements possibles sur le campus.
Donc oui, la vie coûte moins cher qu'à Paris. Après, ça reste une grande ville française, hein, donc c'est clair que la vie sur place a un certain coût. Vous pouvez, donc, encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il y a plusieurs aides possibles. Et donc, Lille reste une grande ville, donc c'est cher. Et quand même, je voulais quand même signaler ça, c'est que l'année dernière, il y a eu énormément de soucis pour trouver des logements à Lille. Donc, si vous êtes candidat, ça vaut le coup quand même de se renseigner assez vite sur les possibilités de logement. Après, l'avantage, c'est que les étudiants chez nous peuvent faire des colloques, on peut les mettre en contact, etc. Donc, il y a des moyens un peu de les aider. Mais c'est vrai que trouver un logement à Lille, c'était pas très facile l'année dernière. Et donc, j'anticipe que ce sera peut-être encore pas très facile cette année. Très bien. Écoutez, on va arriver au terme de ce webinaire. Je vais remercier évidemment tous les internautes. Camille Kelbel, vous remercie également. Je vais vous laisser peut-être un petit mot de conclusion pour peut-être redire à ces jeunes étudiants, leurs parents qui sont ici, voilà, quelle est la grande plus-value finalement de choisir ESPOL pour la prochaine rentrée. Merci Hervé. Donc, pour être vraiment très concise, je vais déjà vous renvoyer à l'adresse mail là, que vous voyez sur la slide, l'adresse mail espol@unif-catolil.fr, qui est l'adresse pour toutes les questions. Vraiment, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous auriez encore sur Espol. Et puis, moi, je dirais que pour conclure, que vous devriez postuler à Espol si vous cherchez vraiment un parcours interdisciplinaire, un parcours multilingue. Et aussi, j'espère que j'ai réussi à vous convaincre sur ce point, un peu un enseignement qui sort des sentiers battus en termes d'accompagnement et de programmes pédagogiques, hein, avec ces spécialisations fortes de nos programmes. Par ailleurs, si vous avez déjà un projet professionnel orienté vers l'international, je pense que ça correspond assez bien à ce qu'on peut vous proposer. Alors, vous aurez 17-18 ans, donc je conçois que c'est un projet professionnel souvent encore flou, hein, c'est bien normal à cet âge-là. Mais voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pense que ça peut très bien matcher avec nos programmes. Parfait. Écoutez, très bien. Merci beaucoup, Camille Kelbel, enseignante-chercheuse et directrice pédagogique d'ESPOL Lille. Merci pour cette présentation. Donc, étudier la science politique et les relations internationales à ESPOL Lille. Merci à vous, tous les internautes, pour avoir assisté à ce webinaire pendant 7 heures. Je pense que vous avez appris beaucoup de choses. Je vous rappelle qu'il sera disponible dans quelques instants. Vous allez recevoir un mail avec le lien pour voir le replay si vous n'avez pas pu assister à tout ou si vous voulez évidemment le faire connaître à certains de vos amis connaissances qui n'étaient pas inscrits ou qui n'ont pas pu assister en direct. Il y aura également un article dans le petitjournal.com, donc le journal que vous lisez, le journal des Français francophones à l'étranger, dans quelques jours, avec un lien avec la vidéo sur YouTube. Donc, pareil, très facile à partager. N'hésitez pas évidemment à solliciter Espol et Camille Kelbel. Vous avez eu le mail tout au long de ce webinaire. Vous pouvez le retrouver facilement sur le site internet pour poser vos questions. Si vous en avez évidemment d'autres, c'est fort possible. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous remercie à tous. Merci Camille. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.